Pour ce nouvel épisode à vos côtés, j'ai décidé de vous partager l'expérience de Françoise. C'est un épisode très particulier dans lequel je vous livre une partie de mon intimité. En effet, pour ne rien vous cacher, Françoise est ma maman. Pourquoi l'inviter dans ce podcast ? Tout simplement parce qu'elle a vécu une période qui a bouleversé sa vie, mais pas que. Je me suis rendu compte qu'elle avait grandement contribué à mon revirement de projet professionnel. Françoise a traversé une période difficile qu'elle va nous expliquer, une période que beaucoup connaissent, une période qui, je pense, elle nous le confirmera, a changé sa vie. Alors comment le burn-out a-t-il donné naissance une seconde fois à Françoise ? Comment l'a-t-elle vécu ? Que s'est-il passé et surtout, comment en est-elle ressortie encore plus forte ? Suivez-moi pour découvrir l'histoire de Françoise, ma maman. Bonjour et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie, qui t'aide à retrouver une vie plus équilibrée et plus sereine. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie et naturopathe. Ma mission est de vous guider à retrouver votre équilibre de vie grâce à des méthodes naturelles autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Hygiène de vie est avant tout votre podcast qui vous donne des outils simples, réalistes et accessibles pour votre corps et votre esprit. Vous retrouverez tous les éléments que j'évoque sur le site hygiènedevie.fr. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sortent. Et si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui permet à d'autres de le découvrir et d'en bénéficier plus facilement. Il est à présent temps de vous installer confortablement et de profiter. Coucou maman, merci d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast Hygiène de vie. Alors je sais que ça ne doit pas être très facile pour toi de faire cet exercice, sache que ça ne l'est pas non plus pour moi, mais je suis certaine que ça peut aider énormément de personnes qui traversent cet épisode sombre de leur vie, qui est le burn-out, ou qui pourraient être amenées à le vivre. Donc du coup, pour commencer notre échange, pourrais-tu, s'il te plaît, commencer à expliquer à nos auditeurs qui es-tu, quel genre de petite fille tu étais, adolescente, plus jeune, voilà. Explique-nous un peu ton parcours et qui tu es. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et je te remercie Alexandra de ton invitation. Donc, je suis Françoise, j'ai 60 ans, je suis née en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. J'ai de beaux enfants, je suis mariée et depuis 8 ans, je vis dans le Berry, donc plein centre de la France. Donc, pendant 40 ans, j'ai travaillé au sein de la même entreprise qui est le secteur bancaire, où j'ai exercé différents métiers, puisque le secteur étant complexe. On peut y faire de l'administratif, on peut y travailler en agence, on peut y travailler sur titre. Voilà, donc pendant 40 ans, j'ai exercé cette activité dans différentes zones géographiques aussi. Pour terminer, donc à Bourges, en passant par Paris. Donc je suis partie de la Bretagne, où j'y ai travaillé une dizaine d'années. Paris, 24 ans à peu près. Et lors de la mise en retraite, enfin la prise de retraite, pardon, de mon mari, nous avons décidé tous les deux de nous éloigner de la région parisienne pour nous mettre au vert, car je suis une dame nature. Et tu es rapidement passée sur l'épisode de ton enfance. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus quel genre de petite fille et adolescente tu étais, si tu t'en souviens ? Alors, en fait, je crois que je l'ai même pas abordé du coup, effectivement. Donc, j'étais une petite enfant, une enfant de ma mémoire, en fait, d'aujourd'hui. Et j'étais une enfant très sage, respectueuse, vraiment très obéissante. Mhm. Un peu, oui, un peu dans la soumission, D'accord. presque. Introvertie ? Avec le
introvertie puisque c'était toujours pour recevoir, c'est-à-dire que j'attendais énormément d'amour et de mes parents et de la reconnaissance parce que j'étais extrêmement timide, très très peu sûre de moi, déjà très anxieuse jeune, avec des troubles de sommeil, mais enfant. J'ai des souvenirs d'enfant où je passais des nuits absolument sans dormir. Et j'étais dans la culpabilité, ça oui, le mot, on peut le dire, et, et très, très complexée. J'étais moins bien moins jolie mmh, tout, et tout allait comme ça dans mon espace. Donc j'avais peu de relations avec les enfants. J'avais mes parents, je suis restée 4 ans seule avec eux avant que mon premier frère ne naisse. Et donc j'avais un papa qui était assez proche, on bougeait beaucoup parce que j'étais peut-être un peu petit garçon aussi, enfant. Garçon J'avais manqué. toujours absolument les petites robes, c'était pas pour moi, c'était les joggings déjà, les slims, je sais pas si on les faisait. Enfin bon, c'était très réellement un besoin d'être dehors, et de m'exprimer, d'exprimer mon corps et d'avoir cette nature auprès de moi et toutes ces odeurs. C'est très important. Donc je Ce qui... vivais aussi au bord de la mer, donc j'avais Mhm. cet avantage, et j'avais la chance d'avoir un papa extrêmement bougeant qui me suivait, qui m'accompagnait dans dans tous les plaisirs, les loisirs dont je pouvais avoir envie. Excuse-moi, je te coupe juste parce que ce qui m'a interpellée, c'est que tu disais que tu avais ce besoin d'être toujours en extérieur. Bah, c'est un peu la même chose, je pense que tu me l'as transmis pas mal. Et du coup, en fait, ça fait le lien avec justement ton déménagement, enfin votre déménagement dans la région du Berry, où tu m'as dit tout à l'heure que tu recherchais plus de nature, etc. Est-ce que tu penses que finalement ce besoin enfant, c'est un besoin que tu as gardé toute ta vie et que tu as eu besoin de justement réassouvir plus tardivement dans ta vie? Oui, surtout quand j'ai accepté une mutation, puisque j'ai commencé à travailler donc dans ma région natale. Après 10 ans, j'ai accepté pour évoluer aussi dans ma profession une mutation en région parisienne. Et effectivement, au début, bien, l'échange a été énorme, quoi. Je suis passée d'un pavillon à 50 mètres carrés à 3 enfants et attendant mon deuxième. L'espace vital était peu important, même si l'environnement restait très correct avec des parcs, des choses comme ça. Mais l'odeur, rien que l'odeur, ces sensations d'odorat qui sont extrêmement importantes puisque ça porte le corps, eh bien oui, me manquait beaucoup. Je voulais ajouter un truc tout à l'heure par rapport peut-être aussi à mon choix ou Ouais. mon non-choix de profession. Je voulais ajouter que en fait, j'étais une bonne petite fille, sage, disciplinée, mais qu'en revanche, j'étais pas une très bonne élève. J'avais des difficultés scolaires. Je n'aimais pas du tout ça. Et je n'aimais vraiment pas du tout, du tout. Par contre, j'étais une grosse bosseuse. Donc je travaillais X fois plus que les autres pour arriver à un résultat parfois même inférieur. D'accord. Et donc ensuite, moi, pour tout ça et pour pallier à tout ça, je me suis réfugiée dans le sport. Et j'ai fait du sport et toutes sortes de sports. D'accord. Et cette recherche de résultats à l'école, c'est toi qui te mettais la pression pour avoir des bonnes notes, du coup, que tu n'avais peut-être pas, ou est-ce que cette pression, tu l'as subie de l'extérieur? Comme ça, enfin, est-ce que tu t'en souviens déjà, peut-être? Alors oui, je m'en souviens, oui, je l'ai un peu subi de l'extérieur puisqu'il y avait souvent des comparaisons lorsque mes frères sont nés par la suite. Oui, j'étais moins bonne petite, moins bonne élève. J'avais plus de difficultés à comprendre, à apprendre. Mais par contre, je m'accrochais, j'étais très volontaire pour moi, mais aussi pour satisfaire. Donc je ne me satisfaisais pas quelque part non plus. C'était pas ce que je voulais. Et je reviens également sur quelque chose qui m'a marqué, c'est quand tu disais
Je n'étais pas forcément une petite fille qui aimait les robes, etc. J'étais plus garçon manqué. Est-ce que tu penses que c'est dû au fait que tu préférais tout simplement des activités un peu plus masculines? Ou est-ce que le fait justement de te mettre en jogging, en t-shirt un peu de manière masculine, est-ce que c'était aussi pour éviter la comparaison avec d'autres petites filles par exemple? C'est une excellente question que je n'ai pas encore abordée lors de mes longues séances psychologiques, mais ça pourrait en faire partie probablement. Mais je pense que la première des motivations, c'était le sport, parce que je suis vraiment partie à faire beaucoup, beaucoup de sport. Et donc, le jogging étant tellement plus pratique que la petite robe, je pense que c'est plutôt pour cette raison-là. Sachant que j'ai commencé comme beaucoup par de la danse classique, qui m'a moyennement plu. J'y ai pris de bonnes postures, mais ça m'a moyennement plu, les petits tutus, etc. C'était pas trop mon kiff, comme disaient les jeunes. Alors pour rentrer rapidement dans le vif du sujet qui est le burn-out dans cet épisode, quand as-tu commencé à te sentir, on va dire, entre guillemets, moins bien dans ta vie? Est-ce que tu t'es vu rentrer dans cette spirale un peu infernale qu'est le burn-out? Est-ce que tu arrives avec un peu de recul maintenant à te dire, c'était à cette époque-là que tout a complètement viré un peu au drame, j'ai envie de dire? Non, je n'ai pas vu venir du tout, mais j'ai ressenti lorsque nous avons déménagé dans le Berry. J'ai eu la chance déjà, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance d'avoir l'opportunité d'être mutée, ce qui n'est pas toujours évident au sein d'une entreprise, hein. On doit parfois et démissionner et rechercher un travail. Moi, j'ai eu cette grande chance de pouvoir être mutée, donc je me voyais vraiment terminer ma carrière, allez, on va dire en beauté, sur le lieu qui serait par la suite devenu mon lieu de retraite. Donc je l'ai pas vu, mais j'ai constaté de grandes, grandes différences. Pourtant, c'est une grosse entreprise. Les différences ne devraient pas avoir lieu, mais j'ai quand même senti des méthodes de travail totalement différentes. Quand je suis arrivée en 2012, donc c'était en décembre, j'ai pris la direction d'une agence bancaire donc à Bourges, mais j'en étais pas à mon premier poste, c'était mon troisième. Donc pour moi, le management, c'était pas dire ça n'est jamais acquis, il faut toujours se Mmh. remettre en question, mais j'étais plus à l'aise avec le sujet. Mais j'ai senti cette énorme différence. Et puis appréhender aussi une nouvelle clientèle avec des réactions et des comportements différents. La région parisienne, les gens sont extrêmement pressés. Je vais pas dire qu'ils comprennent plus rapidement, mais pour eux, le net, c'est une pratique courante. Ici, on aime encore venir voir les personnes en agence, on aime le contact, on aime discuter. Donc, et c'est surtout les pratiques de management qui étaient différentes. Elle nous laissait à nous, directeurs, beaucoup moins de souplesse. En fait, on devenait plus des conseillers propres que des managers, à nous laisser prendre des initiatives. Là, non, c'était beaucoup plus réducteur. Alors, c'est pas le fait que ce soit réducteur, hein, qui ait Mmh. fait que par la suite, c'est pas du tout ça. Ça n'a pas touché mon ego. C'est juste que je n'avais pas l'impression de remplir cette mission qui m'avait été donnée, que je n'avais pas toutes les connaissances requises pour affronter ces professionnels qui étaient principalement des professions libérales, donc pointues, exigeantes, comme des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des dentistes. J'avais donc demandé pour cette prise de poste, de faire un certain nombre de stages de mise à niveau pour moi être bien. Beaucoup de changements en Une même temps, en fait. Voilà, plus s'approprier un petit peu la région, j'ai pas eu le temps. Ça m'est tombé dessus. Donc du coup, selon toi, ça a commencé vraiment à ton déménagement et à ton changement de poste? C'est surtout la première fois que je me suis sentie, moi, un peu désorganisée, parce que j'avais une faculté d'adaptation, je dirais pas formidable, mais bon, j'avais une faculté d'adaptation, autant dans mes mutations que dans mes prises de poste, dans mes changements de métier, et cetera. Et là, j'ai senti un petit retrait, donc je l'ai mis sur le compte aussi
peut-être de mon âge, j'avais pris de l'âge par rapport aux autres postes. Peut-être que moi, j'étais moins réactive, mais j'avais senti déjà un petit point négatif. Mais bon, entre un déménagement, une prise de poste, un nouvel environnement de paysage, bon, j'ai mis ça sur le compte et après, j'ai fait comme je faisais à mon habitude, c'est-à-dire que j'ai continué à travailler le plus sérieusement possible avant que vraiment le burn-out, puisqu'on va en parler, n'intervienne. Nous étions théoriquement 5 avec moi dans l'agence. J'ai fini par tenir 3 postes à moi toute seule pendant presque 2 ans. J'allais au mieux, je nageais dans une eau trouble, mais j'essayais d'avancer. Ouais, tu te débattais contre vents et marées. Voilà. Donc ton déménagement a eu lieu en 2012. C'est là que tu as commencé vraiment, t'as commencé à te sentir un peu désordonnée, débordée, à lutter un peu aussi au quotidien contre les différentes choses auxquelles tu étais confrontée, plutôt Oui. professionnelles. Est-ce que selon toi, il y a d'autres aspects plus personnels qui auraient pu intervenir dans le réveil de ce burn-out? Oui, oui, certainement, mais ça, j'en avais absolument pas conscience, durant ces années-là. Ça a été un travail, que j'ai pu, effectuer, par la suite et par le suivi que j'ai eu avec, les différents professionnels, du mois. Je pense que c'est ça qui est important aussi de rappeler dans le burn-out, c'est qu'il y a souvent un effet déclencheur qui est très visible, qui est un peu ce qu'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc là, si dans ton cas, c'est plutôt l'aspect professionnel. Mais néanmoins, le burn-out, il s'installe aussi sur un terrain propice. C'est un peu la même chose qui se passe en naturopathie. On dit que souvent les virus et les microbes se développent sur un terrain propice et que si on travaille ce terrain-là, on s'en protège un maximum. C'est la même chose pour les plantations. Pour avoir de belles plantes et un beau potager, il faut que la terre elle soit de bonne qualité et entretenue. Donc c'est important, je pense, de rappeler aussi que le burn-out, il n'arrive pas finalement du jour au lendemain. Il met du temps à s'instaurer et souvent il faut creuser bien plus loin que les 2 dernières années qui ont peut-être déclenché le burn-out, mais qui n'en sont pas forcément les causes uniques en tout cas. Parce qu'on est pris dans un engrenage de vitesse, élever nos enfants, vouloir évoluer dans le travail, se donner à fond pour le travail, on compte plus ses heures, mais quand on a une fragilité, et moi je l'ai travaillé par la suite effectivement, j'ai pu aborder et repartir de l'enfance, je me rends compte que j'avais déjà un terrain propice, mais je ne le savais pas à ce moment-là. C'est là où c'est important, je pense aussi de démocratiser un peu le fait de consulter des professionnels, des psychologues ou des psychothérapeutes peut-être dès le plus jeune âge, même quand on ne pense pas du tout avoir un souci psychologique, puisqu'au final, l'homme est tellement complexe que je pense qu'on a tous besoin d'être suivi ou coaché, peu importe le terme, d'être guidé par une personne externe aussi, avant d'en arriver peut-être au burn-out qui est trop tardif au final. L'après-burn-out est extrêmement compliqué aussi. Alors, sans forcément passer trop de temps sur cet épisode assez sombre et puis pour donner plutôt de la bonne humeur et de la motivation à nos auditeurs, mais je pense que c'est important d'expliquer peut-être assez brièvement comment s'est passé ton burn-out, ce que tu as concrètement vécu et du coup avec le recul peut-être pour aider nos auditeurs. Qu'est-ce que pour toi un burn-out et à partir de quel moment on peut essayer de se dire « Ah, attention, j'en approche, il faut que je me ressaisisse ». Oui, je pense qu'il y a des petits signes. En fait, on parlait de désorganisation, voilà, je commençais, enfin les quelques jours avant, puisque le jour même, je ne savais pas que j'allais avoir mon burn-out, enfin que j'étais dans un burn-out. J'étais désorganisée au niveau professionnel. J'avais des difficultés à prendre mes dossiers, je les croisais, j'en prenais un, comme il était plus complexe parce qu'il allait peut-être me demander 2-3 heures de travail assidu, je me le réservais pour un autre jour. Puis je me sentais, beaucoup plus fébrile, très, très fatiguée, épuisée. Le signe, c'est l'épuisement. Penser à son travail jour et nuit parce qu'on ne dort plus. Quelquefois, y aller à contre-cœur, se dire en prenant sa voiture le matin et disant: «Mais j'ai
peut-être pas vraiment envie d'aller faire ça aujourd'hui, quoi, tout Mmh. simplement. J'en ai oui, marre de me forcer à tous ces signes-là sont précurseurs. C'est mais c'est surtout cette fatigue, perte de poids, on ne pense plus qu'à ça. On n'y arrive pas, on n'y arrive plus, donc on cherche encore des solutions, puis on va pas les trouver, on les trouvera pas. Un jour, le corps, il dit: «Stop». Donc avant que le médecin te dise ça et avant que ton corps physique lâche, totalement, effectivement, il y avait des signes un peu avant-coureurs de, débordement, de désordre, Mmh. de désordre complet, en fait, des choses en plus qui ne te ressemblaient pas. Donc ça, c'est Pas des du tout. choses auxquelles il faut prêter attention. C'est Oui. déjà Ah oui. j'ai envie de dire, c'est déjà un peu tard parce que ça veut dire qu'on est déjà dans un pré-burn-out, mais néanmoins, mieux vaut tard que jamais. Et donc voilà, d'être dans une fatigue chronique, d'être obsédé par quelque chose. Alors là, tu parlais du travail, mais il y a d'autres personnes qui peuvent aussi tomber dans un burn-out pour une autre cause qui n'est pas professionnelle, mais ils ont également cette obsession-là pour cette chose-là. Ils ne pensent qu'à ça, un manque de motivation, une perte d'énergie. Et tout ça, ce sont des signes extrêmement importants auxquels il faut rester vigilant justement avant que le corps ne lâche. Parce qu'en général, quand le corps lâche, c'est qu'on a atteint le fond, quoi. Alors pour rassurer les personnes qui nous écoutent, tu t'en es sortie. Alors, oui, 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 je me sens, guérie, de ce burn-out. Pendant moi 2 ans, je n'ai pas vu le jour. Je n'ai absolument pas vu le jour. Je faisais plus à manger, j'avais parfois même plus envie de me lever, ni même de me faire des choses courantes, c'est-à-dire passer par la salle de bain, je ne pouvais plus me concentrer sur un livre. J'aimais beaucoup lire, je ne pouvais plus me concentrer sur un livre. Je ne pouvais plus conduire non plus, je n'avais plus les Mmh. réflexes pour la conduite et ça a duré 2 ans après, enfin, au moment où le burn-out, on va dire, a C'est été déclaré, déclaré. ouais. La reconstruction et la renaissance est extrêmement longue. La reprise de goût à ce que la recherche déjà. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je m'en sorte, puisque de toute façon, je ne retournerai plus au travail. Cet enregistrement pouvait servir à des personnes et à beaucoup de personnes avant de tomber réellement dans le burn-out, c'est bien ça, quoi. Tous les signes donc quand on a énuméré avant. Mmh. Parce qu'après, eh bien, la côte, elle est haute et elle est très raide. Alors justement, pour aider ces personnes-là, pourrais-tu nous expliquer comment tu as fait pour t'en sortir? Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour essayer de sortir la tête de l'eau? Est-ce que tu as découvert des choses? Est-ce que tu as mis en place des nouvelles routines, des nouvelles manières de penser ou d'agir qui pourraient peut-être aider certaines personnes qui soit sont dans le pré-burnout, soit le sont dedans, soit ne le sont pas, mais au contraire de réaliser ces choses-là vont les prévenir du burn-out. Quand j'ai sorti la tête un petit peu, de l'eau, donc bah, c'était après, 2 ans de psychanalyse, hein, déjà. Je rappelle juste qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me fais toujours suivre par un psychiatre et je le recommande même à des personnes, Non atteinte par non le malades, on burn-out. va dire, puisque Oui. par exemple, donc alors eux m'ont déjà aidée. Ils m'ont aidée aussi à découvrir des pistes, des ressources en moi que je n'avais pas. La famille aide beaucoup. Je me suis fait, je me suis inscrite dans des cours, de sport. Alors j'ai commencé par du yoga, que j'ai bien aimé, mais je l'ai encore davantage apprécié lorsqu'on a fait des séjours, yoga et puis je me suis inscrite dans des salles de sport et j'ai la chance d'avoir la chance et la chance et en même temps, le travail d'avoir un grand jardin. Donc j'ai fait pas mal de jardinage, réinventé des univers, où j'ai commencé à relire, je me suis intéressée, à mon corps, j'ai repris notion de mon corps, j'ai réappris à m'aimer, j'ai réappris
à m'alimenter aussi différemment, en partie aussi en suivant tes conseils. Et donc, du coup, tout ce que moi j'apprenais et que je mettais en application sur moi, effectivement, toi, tu t'en es, je pense, aussi peut-être inspiré. Et c'est Beaucoup, oui. ce qui a peut-être aidé, je sais pas, en tout cas, je l'espère, ta sortie du burn-out. Oui, ouais, énormément. Ça, c'est presque évident. Je m'en suis énormément inspirée. Et puis, ici aussi, il faut dire que lorsqu'on commence à faire, du yoga et qu'on le fait vraiment, comme on dit, en pleine conscience, ça veut dire que, qu'on devient de vrais yogis. On acquiert une autre façon aussi de vouloir, vivre dans l'esprit, dans les échanges. Enfin, on devient quelqu'un d'autre, je trouve, en faisant du yoga. Il n'y a pas que l'aspect, physique qui m'a aussi fait beaucoup de bien, puisque j'avais énormément maigri pendant ce burn-out, donc ça m'a, remusclée, ça m'a redonné du punch, du peps, mais pas que. Ce que j'ai voulu, c'est restructurer mes journées. C'est-à-dire que, les to-do list, c'était mon ami du soir. J'avais, aussi un journal, ça c'est très important de le dire. Mmh. Je me suis créé un petit journal intime où je mettais le soir tout ce qui me passait par la tête. Les bonnes choses comme les mauvaises, et d'ailleurs surtout les mauvaises parce que c'est ainsi que je les ai évacuées. Et puis j'ai restructuré mes journées et puis j'ai pris plus de temps pour moi et j'ai cherché à moins me culpabiliser de ne pas faire. Alors tout n'était pas tout rempli, hein, je cochais pas toutes les cases tous les jours, mais c'est pas grave. Juste une chose aussi que je voudrais quand même signaler, c'est peut-être, pour, la personne très proche, c'est-à-dire le conjoint qui vit tout ça, cette déchéance du corps, se laisser aller. Il y a pas d'accompagnant. Lui, il m'accompagnait physiquement en voiture, chez les médecins puisque je ne conduisais pas. J'ai mis, 2 ans, plus que 2 ans et demi à reprendre mon véhicule. Je trouve assez dommage, mais comme dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres maladies, que les accompagnants n'aient pas, leur petite part non plus de suivi parce qu'il y a bien des personnes qui auraient lâché aussi. Donc en fait, donc pour résumer un petit peu, tu t'es fait accompagner par des professionnels, donc Ouais, psychothérapeutes, c'est ça, psychologues, psychiatres aussi, alors psychiatre et psychologue. d'accord. Et ensuite, tu as essayé de prendre goût à la vie en y intégrant différentes petites routines pour te reconnecter à toi. Donc c'est passé par le yoga, par la reconnexion à la nature, le jardinage, l'alimentation. Tu as pris de plus en La plus marche, la marche, ouais. Et tu as oui, pris de plus en énormément de plus marche. confiance en toi au fur et à mesure. Et c'est Mmh, ça qui t'a permis, de manière progressive, hein, tu l'as dit, hein, c'est pas du jour au lendemain, de manière progressive, mmh. à t'en sortir. Et justement, à quoi ressemble ta journée à présent, comparée à ce qu'elle ressemblait avant ton burn-out? Alors déjà, je dispose de tout mon temps. Ça n'a pas de prix. Le matin, alors j'ai des petits rituels, hein. On va pas dire de vieille, hein, on va pas le dire, Non, on le mais dira j'ai des pas. petits rituels. Le matin, jamais je ne me lève de mon lit sans avoir fait des étirements, des grands bâillements. On va doucement, on a le temps. Et puis après, alors j'ai un cérémonial de petit déjeuner assez extraordinaire. Il peut prendre, 30-40 minutes, comme il peut faire 1 heure et demie. C'est-à-dire que Effectivement, il déjà faut je me avoir du temps. prépare. C'est bien ce que j'ai dit au début. Mais J'ai la chance. je vous rassure, il y a moyen de faire un peu plus rapidement. On peut bien manger un peu plus rapidement. Voilà, moi, prendre mon temps, c'est tout ce que je n'ai pas fait dans ma vie. J'ai toujours couru justement, mais comme tout le monde, hein, Mmh. après le métro, après le travail, après ceci, après chercher les enfants à l'école, après. Et bien souvent, beaucoup de personnes disent: «Bah, moi, à la retraite, je ferai ci, je ferai ça, je m'accorderai le temps». Et ben, moi, mon burn-out, il m'a permis de le faire avant l'âge de la retraite. Ça veut dire que je pense un petit peu plus à moi, je prends du temps pour mon petit déjeuner, oui, parce que j'ai déjà le plaisir des yeux. C'est-à-dire que je prépare un vrai petit déjeuner avec des fruits, avec des yaourts, avec, des amandes, avec voilà, déjà j'ai le regard des yeux, le régal des yeux, et je mange très tranquillement. Je n'ai jamais mangé très tranquillement. Je mangeais devant mon ordinateur quand je travaillais, donc là maintenant j'ai le temps. Je mange très tranquillement. Je pense que certaines Heu, personnes vont se reconnaître. ensuite, alors ensuite, ben, j'enfile ma tenue de yoga et je suis partie pour une séance minimum de 30 minutes. Bon, sachant que je suis, quand même une très, très lève tôt,
Mais après, je peux très bien aussi prendre un bouquin puis me réasseoir, etc., hein. Donc ça va être quasiment ma matinée ponctuée de deux, trois bricoles de femmes, hein, comme une pointe de ménage, un petit coup de lavage, enfin voilà, des petites choses comme ça. Mais avant tout, moi, ma toilette, des soins pour mon corps, ne pas oublier ma crème. Et puis ensuite, je peux m'accorder un temps, parce que j'aime aussi beaucoup la musique, donc je peux aussi, accorder un temps, d'écouter tout simplement de la musique, de faire un peu de méditation. Il y a des jours où je vais en salle de sport, d'autres, j'ai mon rituel aussi de cours de yoga, donc une journée type, ça peut être ça. Par exemple, moi, je me fais un peu de yoga le matin, je déjeune légèrement, j'ai mon cours de yoga, je vais à mon cours de yoga et ensuite je me fais le loisir de prendre un petit thé avec mes amis yogis et puis je rentre tranquillement chez moi. Ça peut être une journée. Enfin, voilà, mais j'ai toujours quelque chose. J'ai toujours au moins un, deux objectifs. Au début, j'en mettais beaucoup plus. Parfois, c'était pas atteignable, donc j'ai baissé la barre et puis je fais peut-être moins, mais au moins je l'ai fait avec plaisir. C'est important, je pense aussi de savoir s'écouter. Je pense que je referai un épisode sur tout ce qui est routine et to-do list. La to-do list, c'est un Mmh. merveilleux outil, effectivement, pour nous aider à nous organiser, à être plus productifs, nous rassurer, un peu déstresser. Mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans le cadre très strict qui, des fois, une fois qu'on a marqué quelque chose sur une to-do list, si on ne la fait pas, on se flagelle, en fait, et on Mmh. culpabilise. Et c'est pas du tout Mmh. l'intérêt, en fait. Et il faut faire très attention, je pense, aux limites de la to-do list aussi. Non, maintenant, ouais, puis je fais du sport beaucoup et puis je marche beaucoup. C'est vrai que la marche, c'est formidable parce qu'on entend tout, on sent les choses, on sent les fleurs, on sent les arbres, on entend les oiseaux, on fait travailler son corps, on dépense de l'énergie, on est dans la nature, enfin ça ça apporte énormément. En tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup. C'est drôle, alors sans rentrer dans la psychanalyse, mais tes derniers mots là sont quasiment mot pour mot ce que tu as dit en tout début d'épisode quand tu te décrivais en tant qu'enfant. Ce besoin de La bouger. bouger, ce besoin de nature, etc. Au final, aujourd'hui tu as dans ta journée, enfin ce que tu as dans ta journée aujourd'hui, ce qui te fait vivre et ce qui t'a aussi un peu sorti du burn-out, c'est cette reconnexion à toi et à cette nature, au mouvement. Absolument. Peut-être que ta La vie boucle est bouclée. t'as égaré un petit peu de ça au début et bon alors voilà, c'est un point d'interrogation, hein. Je ne suis pas psychanalyste, je suis coach naturopathe mais pas psychanalyste. Mais c'est assez drôle, enfin c'est pas drôle mais c'est assez interpellant en tout cas. Donc il est important Absolument. de se poser la question régulièrement, qui on était quand on était jeune, qu'est-ce qui nous plaisait, qu'est-ce qui nous motivait, à quoi on aspirait et qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui. Peut-être Voilà. que est-ce qu'il y a un décalage, oui ou non? Et est-ce que ce décalage-là, s'il existe, est-ce qu'il nous met dans une situation délicate et inconfortable, non désirée et peut-être que ça pourrait être un premier signe d'alerte d'un éventuel burn-out. Il faut pas avoir de remords, voilà. Je pense que et il faut pas non plus, avoir de regrets. C'est-à-dire que les choses qui sont faites, elles sont faites. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Comment on peut améliorer maintenant? Et puis de toute façon, même si le vécu a été plus ou moins compliqué et l'est aussi pour certains d'entre nous et d'entre vous, il faut essayer de voir, l'aspect, positif et puis on a quand même construit quelque chose malgré le métier qu'on n'a peut-être pas, exercé celui qu'on aurait voulu. Ben, on a fait une autre vie, elle est ainsi et puis il faut savoir l'assumer aussi sans remords, sans regret. C'est trop tard déjà de toute façon pour Mmh. revenir, on peut pas faire un pas en arrière. Donc L'instant présent est le plus important. comme demain n'est pas encore commencé, eh bien il vaut mieux regarder demain plutôt que Mmh. de regarder derrière. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir consacré tout ce temps pour que je puisse dévoiler au grand public, je l'espère en tout cas, ton histoire. Je sais que c'est pas forcément chose facile. Et en tout cas, j'en suis certaine que ça va beaucoup aider. Donc, je pense que c'est important d'agir en prévention. Et donc, j'espère que cet épisode pourra en aider plus d'un. C'est important pour moi, effectivement, de partager des expériences comme la tienne pour
aider un maximum de personnes qui sont peut-être déjà dans le burn-out malheureusement, mais qui peuvent s'en sortir ou qui seraient peut-être amenées à en vivre un. En tout cas, j'espère que ça va éveiller certaines consciences. Alors j'ai une dernière question un peu signature de ce podcast pour toi. Ça veut dire quoi pour toi avoir une hygiène de vie plus équilibrée et plus sereine? Alors, plus équilibré, déjà, rien que dans la question, il y a quasiment la réponse. Ça veut dire équilibrer, son alimentation, ses repas, ses produits, ses choix, surtout manger de saison, s'il vous plaît. Ça, c'est très important, surtout pour Dame Nature et pour tout le reste. Donc manger de saison, chercher les recettes avec les légumes qui sont vendus, mais de saison. Et ça, c'est aussi dans la tête. La méditation, c'est une science très, très réconfortante avec son corps et avec son esprit. Et ça fait partie aussi de l'hygiène de vie. Méditer, ça peut être un mot, une phrase, un mot le matin. On ne se sent pas forcément en forme et on se dit ah non, on ne passera pas une mauvaise journée. Et on a un mot en tête. Ça peut être amour, ça peut être fleur, ça peut être. Et pour moi, ça fait partie de l'hygiène de vie parce que c'est la conduite de la journée. Donc, c'est une hygiène de vie. Et surtout, aimer ses proches. Ouais. Ses proches et les gens en général, les personnes en règle générale. Je mettrai toutes ces informations-là, de toute façon, en note PDF qui sera liée à l'épisode et téléchargeable gratuitement sur mon site internet. Pour ceux et celles qui veulent revenir dessus, je pense qu'il y a pas mal d'outils que tu as évoqués et que je relisterai à tête reposée de manière très propre pour que vous puissiez y avoir accès. Puis moi, je te remercie beaucoup. C'est vrai que c'était un exercice peut-être un peu compliqué. J'espère en tout cas que j'ai pu au mieux expliquer sans non plus être trop alarmiste tous les points importants d'avant, pendant et après. Et donc, j'écouterai ce podcast aussi avec beaucoup d'attention comme j'écoute les autres. Mais merci à toi. Merci, à bientôt. Vous retrouverez cet épisode sur hygiènedevie.fr. Si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension des outils que je présente dans ce podcast, si vous souhaitez vous sentir guidé pour vous aussi retrouver votre équilibre de vie, c'est précisément mon métier, en tant que coach de vie et naturopathe, de vous accompagner. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet hygiènedevie.fr pour retrouver toutes mes offres et services que j'ai imaginés pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme que vous utilisez pour ne pas louper les prochains épisodes et à le partager, puis laisser un petit commentaire qui me donnera, je suis certaine, un peu de baume au cœur. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.